Many types of restaurants can be found everywhere, offering consumers an endless choice. Traditional, ethnic, fast food, vegan, gourmet, takeaway, Michelin stars, or even bad reviews. The first restaurant opened in France in the 1760s, and since then, restaurants have been fast evolving, mixing ingredients and techniques to preserve traditions, or creating new styles such as the French 1970s Nouvelle Cuisine, or the Spanish chef Ferran Adrià's molecular gastronomy. Even if a specific organic cuisine does not exist, more and more restaurateurs and chefs are choosing ingredients of organic origin, putting both taste as well as environmental responsibility onto the plate. We went to Paris to discover how organic products are being used in restaurants and how they have changed the way the consumer dines out. But what do we refer to when we talk about organic? This is The Organic Recipe, the podcast created by Made in Nature that explores the world of organic agriculture, discovering the stories, the research, and the people involved in this huge transformation of our habits. Oh, Paris, la ville lumière, capital of France and city of art, love, and of course, food. Every street, every corner is overflowing with new places where you can find dishes from Asia, North and South America, or Africa, as well as European and French traditions. In 2018, in France alone, there were more than 160,000 restaurants and mobile food services, a number which has inevitably lowered due to the pandemic, but that has not discouraged people to invest in their passion and tell their story through food. The restaurateur Basile Vaillant opened Ashy during the lockdown in the 11th arrondissement. His restaurant brings together his passion for food and his relationship with agriculture, and furthermore generates a new discussion about what we eat and how food is made. Je m'appelle Basile Vaillant, je suis restaurateur depuis 4-5 années à Paris. J'ai fait d'autres choses dans ma vie, mais ces derniers temps, c'est pas mal ça qui m'a occupé. Et du coup, j'ai créé Ashy, le restaurant, il y a 2 ans. Plein Covid, c'était pas évident. J'étais dans un bistrot avant en gérance et au moment du Covid, tout a été bouleversé. J'ai eu l'opportunité de reprendre ce restaurant, de faire des travaux, de construire de A à Z et de continuer à essayer de mettre en place ce que j'avais dans la tête. Parce qu'à la base, je ne suis pas que restaurateur, j'ai fait aussi de l'agriculture avant, il y a 7 ans ou 8 ans. Démarré un projet agricole dans les Landes, autour de légumes de blé, donc ça a dû s'arrêter. Et à ce moment-là, je suis revenu à Paris en 2018 en me disant je vais poursuivre mes envies de faire autour du monde agricole, qui sont devenus avec le restaurant non plus pratiquer, mais essayer de trouver une autre voie de parler de l'agriculture et d'en parler à travers un restaurant. Et notamment du coup de parler d'agriculture biologique, et pas que d'agriculture non conventionnelle, malgré tout. Et, une agriculture respectueuse des sols, respectueuse de son écosystème et qui repose sur des pratiques écologiquement viables et qui peut se faire dans des bonnes conditions. Les gens qui y travaillent. In an article written by Ecotable, the association which selects French restaurants which have a strong commitment to healthy, sustainable and good food, Ashy is mentioned as an urban agriculture project. It has the main objective of being able to access agriculture in the city of Paris. We asked Basile Vaillant how the interaction between people and organic agriculture is necessary to push the food transition.
Donc voilà, nous, notre carte, c'est l'idée de rassembler tout le monde au sein d'une même table. Donc oui, on travaille la viande, oui, on travaille le poisson, mais oui, on travaille plein d'entrées qui sont végétariennes ou véganes, toujours un plat végétarien ou vegan pareil. Et voilà, comment au sein d'un même repas, il y a certaines personnes qui mangent ensemble, certains qui mangent un plat végétarien, d'autres avec la viande, et ceux qui mangent le plat végétarien vont se régaler. Et du coup, va le dire aux autres, pas les autres vont le voir. Et donc, voilà, pareil, c'est des choses qui peuvent, je pense, faire leur effet, ou en tout cas montrer qu'on peut se faire plaisir, gustativement parlant, sans être dans du classique viande frite ou voilà, sortir un peu de ces sentiers-là. Et ça peut leur coller avec le temps. Donc voilà, moi, ça, c'est un souci au niveau de ce restaurant, d'arriver à faire ce lien. Faire ce lien qui me semble important pour j'ai envie de dire pour éveiller les consciences et pour faire se rendre compte de ce qui se passe au niveau agricole partout en Europe. Et là on voit que ça nous arrive dans la gueule, une catastrophe, on n'a plus de céréales, on n'a plus d'huile, il y a de la sécheresse, le vin c'est un enfer, là cette année en France sans rien de concret. Et en fait ça fait des années que très longtemps, par exemple, que le bio, que c'est rentré dans les discussions, que ça s'est s'imposer dans l'opinion publique, dans un discours commun, de savoir qu'on peut cultiver autrement, avoir des produits bien faits, mais en fait, sans qu'on ait plus d'infos que ça. C'est-à-dire que les gens se disent « ok, c'est bien », puis à la fois ils sont repris par « mais le bio c'est cher ». Finalement, est-ce qu'on a cherché vraiment à interpeller les gens sur ce qui se passe? Non, je crois pas. Et moi, je ne pense pas arriver à interpeller tout le monde, c'est pas l'idée, enfin ça serait l'idée, mais j'ai pas encore la force, mais mine de rien, trouver des astuces pour sensibiliser, et je trouve que la restauration en fait est un moyen assez intéressant et pour sensibiliser. Alors moi je suis un restaurant à Paris, c'est particulier, mais justement sensibiliser un public qui est plus éloigné de ces questions-là. Quand tu es à la campagne, quand tu es hors des grandes villes, il y a plus de proximité avec le monde agricole. Creating a restaurant that starts from organic products is always a challenge. It greatly depends on the availability of fruit and vegetables that will be at the base of the dishes, putting the chef on the spot to create a new menu which strictly follows seasonality and provenance. Je crois complètement. Je pense que ça donne son sens. En fait, c'est déjà difficulté ou pas, peu importe. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Je travaille avec du coup des bons produits, donc des produits bio, des produits qui ont été correctement cultivés. Et évidemment, on travaille avec la saison. Évidemment, je veux dire, dans plusieurs sens. À la fois parce que c'est le même principe, on travaille avec des produits correctement cultivés, et du coup, on les utilise quand ils sont là. Donc ils ont une saison, les tomates arrivent à tel moment, les poireaux à tel autre, les carottes à tel autre, les fraises on les a uniquement pendant tant de temps, le melon pareil. Parce que si on ne fait pas ça, ça veut dire que de toute façon on va chercher des produits qui sont faits de manière conventionnelle, sous serre chauffée, il peut y avoir des tomates en hiver, ou qui viennent de pays. Donc oui, la saison, c'est primordial. Et comme je te dis, c'est un espèce de sens évident. Donc c'est une difficulté, mais presque quand on l'accepte, ça ne devient pas une difficulté, ça devient un jeu. Enfin là, moi, je suis pas en cuisine. Je parle à la place de Sacha et Charlotte. Mais je sais que pour eux, c'est ça. C'est plutôt un plaisir de se dire, en fait, là, dans 2 semaines, je sais qu'on arrive sur la fin de tel légume. Je sais qu'il y a tel autre qui va arriver. Ok, super, ma recette, je l'adapte. Si je la garde un petit peu, je l'adapte. Sinon, on change de recette. Et Sacha et Charlotte, ils changent tous les 2 semaines, 3 semaines, une entrée, un plat. Ça change. Cuisines have always been a way of communication. They have brought about change, narrated innovations, and created new tastes. Cuisine is a connection between cultures. Moreover, it's a way to renew our habits as we learn how to appreciate different products. Il y a tous ces freins-là qui font, je pense, qui rendent plus difficile aussi aux gens d'avoir accès à ça. C'est une certaine catégorie de personnes qui vont se payer
des produits bio, quoi, clairement, qui sont en métropole, qui sont dans les grandes villes, qui ont les moyens d'aller dans les épiceries ou dans toutes les chaînes de gros supermarchés bio pour s'acheter ça, mais parce que c'est 50% en plus, voire 2 fois ou 3 fois plus cher. Que ce soit le prix des tomates, le prix des pommes de terre, le prix de tout ce qu'il y a de base, c'est beaucoup plus cher. Donc tu touches une catégorie beaucoup plus réduite, qui, elle, a conscience des questions sur sa santé, qui fait attention à ça, qui sait que potentiellement, si elle mange pendant des années, des dizaines d'années, des produits issus de l'agriculture conventionnelle, des légumes, des fruits qui ont été traités abondamment, genre les pommes c'est une horreur, oui, si tu bouffes des pommes à 1 euro le kilo, 1,50 € le kilo, mais qui sont traitées, une quantité de traitement de malade, bah ouais, c'est sûr que le cancer et autres, on sait bien que ça vient d'un lien avec la nourriture qu'on mange. Donc si on continue, donc voilà, donc certaines personnes savent ça autrement, ils peuvent faire autrement parce qu'ils ont les moyens d'acheter en bio, d'autres personnes, et la majorité, n'ont absolument pas les moyens. Et ça c'est une vraie question. Mais sachant que le prix aussi en bio finalement n'est pas, en fait, est peut-être à une valeur plus vraie que les prix qu'on a en conventionnel. On a été habitué depuis 30-40 ans à des prix qui ne sont pas des vrais prix. Et ça, c'est valable pour l'agriculture, mais c'est valable pour le textile. Je fais un aparté, mais c'est valable pour le textile pareil. On achète je trouve que c'est encore plus marquant sur le textile, on achète des t-shirts, des vêtements à un prix ridicule dans tous les magasins, mais parce que si on payait correctement ceux qui les ont produits, si on avait payé correctement les matières premières qui ont permis de les faire, bah, ça serait pas le même prix. Et l'agriculture, c'est pareil. On va acheter des légumes et des fruits à des prix dérisoires, mais en fait, ce n'est pas le vrai prix. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à reprendre pour faire comprendre en fait que ton budget moyen dans le mois, finalement, ça, je pense qu'il faut le faire comprendre peut-être à l'école, chez les petits aussi, il y a vraiment ce travail-là petit à petit à faire, de se dire, mais se nourrir, c'est important. Manger c'est important, c'est primordial, on en a besoin. Et du coup, manger correctement, ça veut dire mettre un peu d'argent là-dedans. Comprendre que si ça vaut plus cher, c'est pas parce que. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui le font aussi, c'est pas parce que on fait des marges. Les gens font des marges, des bénéfices de dingue et que du coup, ils augmentent le prix pour s'en mettre plus dans les poches. Non, il y en a qui le font, ça fait partie du problème à régler. This change of perspectives inevitably involves the restaurants and their shopping lists, their recipes and menus. Franchement, malheureusement, je pense qu'on a encore du travail. Je pense que beaucoup de restaurateurs ont encore beaucoup de boulot et ont des habitudes ancrées depuis longtemps à changer. Et il y a la question financière aussi qui rentre clairement là-dedans. Franchement, on ne peut pas se le cacher. Je pense que 90% de la restauration en France, par exemple, c'est des produits conventionnels. Et c'est la recherche de produits le moins cher possible pour vendre son plat le plus accessible possible ou faire la plus grande marge possible. Et que je pense que dans la tête, moi je suis aussi effectivement à ce niveau-là, parce que je peux en parler à ce niveau-là, et quand je vois dans mon réseau de gens qui sont dans le milieu de la restauration, la première des choses que vous regardez, c'est les restaurateurs, c'est j'ai le coût de mon assiette, si je prends la viande que j'ai achetée, mes légumes, etc., je vois que si je vais acheter chez Métro ou à tel endroit en conventionnel, le coût de revient de mon plat il va me coûter 1 €. Et donc je vais pouvoir le vendre à 15, entre 10 et 15, mais en margeant énormément. C'est ça qui va être choisi en fait. Et c'est encore ça qui est choisi. Et le problème, c'est que, encore une fois, ça demande de comment faire s'il n'y a pas de. Si les restaurateurs ne se disent pas, il faut qu'on. C'est plus important que bien manger, que le goût, que
But finally, how can restaurants act in this change? And how can people help? Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et que, en fait, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, l'agriculture biologique, ça fait quoi, 30 ans, 40 ans que c'est venu difficilement et que certains l'ont porté, et qu'ils ont du temps et qu'ils sont battus pour. Ça, c'est super et c'est une première étape qui permet là maintenant, je pense, de nous donner un poids et un terreau pour partir sur d'autres étapes et de pousser encore plus fort les réflexions au niveau agricole parce qu'en fait l'agriculture biologique c'est se passer de la chimie pour l'engrais, les pesticides, etc. Et c'est bien en partie, mais je serais aussi assez critique là-dessus. Je pense que c'est bien pour pas mal de pesticides ou pas mal de ces choses-là. Je pense que le désherbant, je pense que sur la question de l'engrais, par exemple, je ne serais pas du tout aussi tranché. Je pense que si on veut penser, mais même sur la question du glyphosate, ça peut faire sauter en l'air plein de gens, mais en fait, si on veut penser une transition vraiment entre le modèle agricole conventionnel tel qu'on l'a actuellement et un modèle agricole viable, mais qui sort des travers de l'agriculture conventionnelle, donc l'utilisation intensive de chimie et de mécanisation à outrance, et ben ça quand même, il faut se laisser une marge de manœuvre, on a besoin d'une marge de manœuvre, et ça, quand on a le pied dans le monde agricole, on le voit en fait, et on peut le comprendre. Quand un agriculteur il dit mais moi si tu m'enlèves le glyphosate, comment je fais? Ben, c'est une réalité, c'est-à-dire que pour faire des céréales, pour le moment les gens arrosent pour désherber. L'alternative qui est géniale, c'est le semi-direct, sous couvert végétal, voilà, c'est-à-dire qu'on ne vient pas travailler. Pas de labour, pas de travail du sol et pas d'utilisation de glyphosate. Donc là, pour le moment, si tu veux être en bio, tu n'utilises plus de glyphosate, mais tu laboures ton sol. Or, le travail du sol est autant problématique que l'utilisation d'éléments chimiques, de pesticides ou de désherbants. Parce que tu détruis la vie de ton sol, tu viens labourer dans la bosse, si tu as bon à plusieurs mètres, enfin je veux dire, tu détruis ton sol, tu détruis toutes les bactéries qui permettent de capter l'azote, tu détruis les vers de terre qui permettent de faire ce travail en fait, naturellement de labourage. Et donc en fait c'est une fausse solution aussi parce que tu l'appauvris ton sol et donc après tu vois que finalement tu es quand même sujet aux maladies, tu as des problèmes d'eau, tu as des problèmes d'érosion, tu as des problèmes de désertification. Donc voilà, et pour en revenir effectivement à ce que je disais juste avant, on a besoin de cette période de transition, c'est-à-dire que ça pourrait être comment passer d'une agriculture où tu laboures et où tu n'utilises pas de produits et où tu laboures à une agriculture où tu sèmes sans labourer avec des sillons, où tu as une super gestion de tes itinéraires techniques, où tu passes de tes couverts que tu mets l'hiver et que tu couches pour semer dans tes couverts, etc. Donc ça demande du temps, ça demande de l'aide, même des subventions, un soutien et technique. You've been listening to The Organic Recipe, the podcast brought to you by Made in Nature and produced by RP Cercuiti, narrated by Eleanor Robinson and written by Francesco Pataccini. The sound director was Pasquale Ciciriello and the supervision was by Lorenzo Pasquinelli with the help of Silvia Lesi. Made in Nature is a project funded by the European Union and CSO Italy. The project's aim is to promote the values of organic agriculture in Italy, France, Germany and Denmark. Discover more about the project at madeinnature.org or visit our social networks. For narrative reasons, some interviews in the podcast have been dubbed from the mother tongue of the interviewee to English, with their consent.